Donald Trump vient d'éviter d'une oreille une tentative d'assassinat. Mais cet événement tragique signe la mort de la campagne électorale de Joe Biden et de Michelle Obama qui étaient pressentis pour le remplacer. Et si tu veux découvrir quelles sont les 10 raisons puissantes qui font que Donald Trump vient de remporter les élections américaines, alors regarde ça. Ces 10 raisons puissantes, elles sont d'ordre psychologique. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que on va utiliser le prisme de l'intelligence émotionnelle pour comprendre toutes les réactions émotionnelles en cascade qui viennent de se produire auprès du public américain. Et pourquoi c'est important? Parce que tu vois, les élections américaines, dans le fond, ce sont des élections mondiales. Toutes les décisions prises par les États-Unis auront des répercussions dans chacun des pays du monde. Raison pour laquelle il est important pour toi et pour moi de comprendre pourquoi le public américain va faire en sorte que Donald Trump remporte ces élections. Et le premier élément, c'est quoi? C'est l'effet d'empathie et de compassion. Je m'explique. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est victime d'un acte violent, tu ressens en toi une injustice. Et tu as de l'empathie pour la personne qui est victime de cette injustice. Et naturellement, en toi, se crée une réaction émotionnelle qui fait que la personne en face de toi, même si tu n'es pas nécessairement d'accord avec ses idées, même si tu n'es pas en phase avec cette personne-là, l'image que tu vas avoir d'elle sera un peu plus positive. Et elle te paraîtra plus attachante. Je vais te donner un simple exemple. On a tous vu des vidéos avec des animaux qui sont blessés ou victimes d'injustice. On ne les connaît pas, ces animaux. Mais quand on voit un animal sans défense être victime d'une injustice, il y a quelque chose qui se crée en nous. Tout d'abord, un sentiment de révolte. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est inhumain. Et ensuite, il y a un deuxième sentiment. L'empathie, la compassion. Mais pauvre petit animal. On crée un attachement émotionnel avec cet animal, même si on ne le connaît pas, même si on ne l'a jamais vu. Et moi, tu vois, l'exemple qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est une personne pour qui j'ai un attachement émotionnel extrêmement fort. Et je ne l'ai jamais vue de ma vie. C'est une fille. Cette fille est une Pakistanaise. Et elle s'appelle Malala. Malala, depuis qu'elle est enfant, elle milite pour l'éducation des filles au Pakistan. Et tu vois, les talibans, ils étaient contre l'éducation des filles. Et tu vois, cette petite fille, un jour, alors qu'elle était dans son bus d'école pour rejoindre ses cours, il y a des talibans qui ont arrêté le bus. Et ils sont montés dans ce bus, armés de Kalachnikov. Et la fillette qui était âgée peut-être de 15 ans ou qui était juste une préadolescente, s'est ramassée une balle en pleine tête. En réalité, ils voulaient la tuer. Mais la tuer d'une manière horrible, d'une manière qui marquerait les esprits et qui dirait « Ne tentez pas de militer pour l'éducation des filles. On n'en veut pas. » Et tu vois, Malala, elle a quand même survécu. Et tu vois, quand j'ai vu cet acte de violence, la première émotion que j'ai eue en moi, c'était de la révolte. Mais comment tu peux faire ça à une gamine? La tuer avec une Kalachnikov? Ça démontre que dans le fond, t'es pas réellement un homme. Et le deuxième élément qui m'a marqué, c'est quoi? C'est que la gamine, elle s'est battue pour survivre. Et que malgré le fait qu'elle se soit ramassée une balle dans la tête, elle a décidé de continuer de militer. Tu vois, cette fille, quoi qu'elle fasse dans sa vie, j'ai un lien émotionnel avec elle. Parce qu'elle a subi un acte d'injustice, de violence gratuite. Et naturellement, je me suis attaché à elle. Eh bien, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec Donald Trump. Aux États-Unis, il y a une grande partie de la population qui va avoir de l'empathie pour cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a subi un acte de violence qui est injuste. Et cette empathie, elle crée une image positive de la personne qui a été victime d'injustice, et en même temps, elle crée un attachement émotionnel.
Ils tirent comme des cochons. Je répète, ils tirent comme des cochons. Qui a dit ça? Eh bien, c'était Charles de Gaulle. Le président Charles de Gaulle, en 1962, il a subi un attentat. L'attentat du Petit Clamart. Au fait, tu vois, on sortait d'un contexte tendu de guerre d'Algérie. Et t'avais des opposants à Charles de Gaulle qui ont mitraillé sa voiture. Le gars était censé mourir, mais il a survécu. Et le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Charles de Gaulle a décidé de continuer à suivre son petit planning. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit « renforcer ma sécurité ». Non. Il a continué son train de vie comme si de rien n'était. Conséquence. Quand on pense aujourd'hui à Charles de Gaulle, on a cette perception de force et de résilience. On sent un leader inébranlable qu'on ne peut pas faire tomber. Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'on ressent avec Donald Trump. Donald Trump, quand il s'est fait tirer dessus à l'oreille, t'as eu tous les gardes du corps qui l'ont pris, tu vois, et qui voulaient le sortir du stage, qui voulaient le sortir de... comment est-ce qu'on dit en français? Le plateau, là, ok? Je dis en français, mais je sais même pas comment on le dit dans une autre langue. Et bref, moi ce qui m'avait marqué, c'est que, au lieu de sortir comme un faiblard, comme une victime, il a dit à ses gardes du corps « Attendez, 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 attendez !» Il a levé le poing. Et je sais pas ce qu'il a dit, mais tu sentais que le gars était prêt à se battre, avec le visage en sang. Et cette photo exprime exactement la même perception de force et de résilience que celle de Charles de Gaulle. Le mec, malgré qu'on lui ait tiré dessus, il ne s'est pas résolu à se présenter comme une victime, non. Il a dit « Le combat continue, je suis prêt à me battre ». Et en réalité, quand tu regardes le public américain, comment est-ce qu'il va percevoir le truc? Il va se dire « Waouh, mais ce gars-là, c'est un leader !» Mais ce gars-là ne tombe pas. Et tu as cette perception d'invincibilité. Et ça renforce ta crédibilité et ton image de grand leader. Celui-là, c'est peut-être un des effets les plus puissants qui existent. L'effet du ralliement autour du drapeau. Je m'explique. Tu vois, quand tu as une menace extérieure, les gens ont tendance à se rassembler autour du leader. Et la conséquence, elle est incroyable. C'est que tout d'abord, les critiques ont tendance à diminuer. Mais le soutien, lui, il a tendance à augmenter. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui d'un point de vue médiatique. Les critiques de Donald Trump sont en train de diminuer. Et le soutien, lui, il est mondial. Tous les chefs d'État de quasi la planète entière ont condamné cette tentative d'assassinat de Donald Trump. Et pour moi, l'un des exemples qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était celui des attentats du 11 septembre. Moi, je me souviens, à l'époque, George Bush, il était décrié. Mais après les attentats du 11 septembre, son taux d'approbation, son taux de popularité, on va dire, est passé de 50% à 90%. Et ça veut tout dire. Les gens après l'attentat se sont tous ralliés autour du leader naturel, le président des États-Unis d'Amérique. Et quand tu as cet effet de drapeau, eh ben là, tu as une totale liberté. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que les gens ne vont pas critiquer tes actions. Et là, quand George Bush avait décidé d'envahir l'Afghanistan et ensuite l'Irak, eh ben il a rencontré très peu d'obstacles. Il a rencontré très peu de critiques. Et en réalité, les États-Unis, qui sont un pays bipartisan, eh ben se sont transformés en un pays unipartisan. Tout le monde était derrière la politique de George W. Bush, que l'on soit républicain ou démocrate. Et donc ça, c'est l'effet du ralliement autour du drapeau. Donald Trump subit une menace externe, bien qu'elle soit à l'intérieur du pays. Eh bien, que tu sois républicain ou démocrate, tu vas te rassembler autour de lui. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il y a une menace.
qui pourrait toucher n'importe qui. Le narratif héroïque, c'est le concept de créer un mythe autour de ta personne. Je vais te donner le meilleur exemple, celui de Fidel Castro. Fidel Castro, toute sa vie, il a subi des attentats de la CIA, des États-Unis. Que ce soit des cigares explosifs, des coquillages qui étaient piégés, bref, ils ont tout tenté pour buter ce mec. Mais Fidel Castro a toujours survécu. Et tu vois, après chaque échec d'attentat, sa crédibilité, le mythe qui commençait à se créer autour de lui, se renforçait de plus en plus. C'était le leader révolutionnaire avec peu de moyens qui combattait la superpuissance américaine. Tu vois, quand tu échappes à des attentats, à des tentatives d'assassinat, ça vient nourrir ta légende personnelle. Et on te perçoit comme un héros, comme un mythe. Et donc, cette tentative d'assassinat sur Donald Trump vient nourrir sa légende, son mythe. L'homme a été touché à l'oreille. Mais il suffisait qu'il fasse juste un petit geste de 90 degrés dans l'autre sens et il se ramassait la balle en pleine tête. Et donc, tu vois, tout ça fait que Donald Trump, aujourd'hui, est en train de nourrir un mythe, une légende qui le transforme en super-héros qui combat contre le mal. Et honnêtement, on est souvent tous du côté du super-héros. Une main a tiré, une autre a guidé la balle. Jean-Paul II. Pourquoi je te parle de Jean-Paul II ? Tu vois, Donald Trump, lorsqu'il a subi cette tentative d'assassinat, j'ai vu sur Twitter plein de messages qui disaient « Donald a été protégé par Dieu ». Il y avait même des images, tu vois, où tu voyais Jésus qui était derrière Donald Trump. Enfin bref. L'effet de légitimité accrue, c'est le concept en réalité d'une validation de ton autorité morale. Et c'est là que je veux en venir à Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui était un ancien pape, avait subi une tentative d'assassinat, comme celle de Donald Trump. Et la différence, c'est que là, Jean-Paul II, il avait vraiment reçu la balle dans son corps. Mais il a survécu. Et en ayant survécu, les gens y ont vu une grâce divine. Comme si sa mission était légitime. C'est pour ça qu'il a survécu. Parce que c'est lui l'élu. Et en réalité, quand les gens pensent que c'est toi l'élu, ton autorité morale, elle se renforce. T'es encore plus légitime à faire ce que tu fais. Et en plus de ça, lui, Jean-Paul II, il a pardonné à son meurtrier. Et en pardonnant, il démontre qu'il applique les préceptes de sa religion. Il démontre qu'il a reçu une grâce divine. C'est la même chose qui se passe avec Donald Trump. Donald Trump, en ayant survécu à cet attentat ou tentative d'assassinat, il démontre en quelque sorte qu'il a la baraka, tu vois, qu'il a reçu une protection divine et qu'il est encore plus légitime à poursuivre sa mission. Et là, je t'en parle et ça me rappelle cet épisode avec le roi Hassan II. Tu vois, Feu Sa Majesté le roi Hassan II avait subi un attentat où on avait tiré sur son avion. Et il était censé mourir. Je veux dire, quand on tire des balles sur ton avion, c'est censé être terminé. Il avait survécu. Et j'oublierai jamais le discours qu'il avait donné aux journalistes juste quelques heures après qu'il avait survécu. Il avait dit « Aujourd'hui, je suis encore plus roi que je ne l'étais hier. » Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Et ça, c'est l'effet de la légitimité accrue. Bon,
Cet élément-là, il est un peu borderline, d'accord? Mais faut qu'on en parle. Tu vois, Donald Trump, suite à cette tentative d'assassinat, aujourd'hui, c'est la presse mondiale qui en parle. Avec cette photo où est-ce qu'il est en sang, où est-ce qu'il tend le bras, où est-ce qu'il continue à se battre, tout le monde en parle. Et en réalité, ça lui fait une campagne publicitaire totalement gratuite. Sachant que les campagnes électorales aux États-Unis coûtent pas des centaines de millions d'euros, non, mais des milliards. Raison pour laquelle, bien que ce soit borderline de le dire, cette tentative d'assassinat, elle a des effets bénéfiques pour l'exposition médiatique. Celle-là, c'est celle qui fait pencher la balance. Tu vois, l'humanisation du leader. Pourquoi? Je vais te donner un simple exemple. Ronald Reagan. Dans les années 80, c'était lui le président des États-Unis. Et je pense qu'en 1981, il s'était ramassé plusieurs balles dans le corps. Et malgré la situation qui était gravissime, parce que le mec allait mourir, il avait dit au médecin « J'espère que vous êtes tous républicains ». C'était une petite blague, tu vois, pour dire genre si vous êtes démocrate, vous allez terminer le boulot, quoi, vous allez me buter. Cette anecdote a été rapportée à tous les citoyens. Et bizarrement, cette petite blague l'a rendu plus humain. Parce que le mec qui était à la frontière de la mort continuait à rester optimiste. Il continuait à faire de l'humour, ce qui démontrait son courage. Et dans le fond, cette simple petite phrase l'a rendu plus humain. Ce qui a eu tendance à réduire cette distance entre, tu vois, la figure médiatique qu'on voit de loin à la télévision et le citoyen ordinaire. Dans le fond, le citoyen ordinaire commençait à se rapprocher émotionnellement de cette figure. Et après, Donald Trump a vu son taux de popularité augmenter. Simplement grâce à cet optimisme qu'il a gardé, malgré qu'il était à la frontière de la mort. Tu vois, c'est la même chose qui va se passer avec Donald Trump. Donald Trump, quand il s'est ramassé la balle dans l'oreille, il a levé son bras. Il a montré que c'était un mec qui était résilient. Mais en même temps, tu vois, il a diminué cet écart entre la figure médiatique et l'humain. Parce que dans son regard, on a senti que l'homme avait été touché. On a perçu une émotion. Et cette émotion, ça l'a rendu plus humain. Et au plus tu es perçu comme humain, au plus je crée un attachement émotionnel avec toi. L'effet de polarisation. Celui-là, il est à double tranchant. Je m'explique. Ceux qui t'aimaient pas, ils vont continuer encore à moins t'aimer. Mais ceux qui t'aimaient vont renforcer leur amour pour toi. Et ce qui est positif, c'est quoi? C'est que ceux qui avaient un engagement assez mou, assez tiède envers ton parti, envers ta personne, cet engagement, il va se solidifier, se renforcer. Et j'en prends pour exemple Bolsonaro, l'ancien président du Brésil. Lors de sa campagne de 2018, il avait reçu plusieurs coups de couteau dans le corps. Tu vois, ça avait encore plus divisé l'opinion. Mais ceux qui étaient du côté de Bolsonaro et qui étaient un peu tièdes ont renforcé leur engagement. Pourquoi? Parce que lorsque Bolsonaro a reçu ces coups de couteau, ils se sont dit, mais en réalité, la menace de l'adversaire, elle est réelle. Ils sont prêts à nous tuer, à nous mettre des coups de couteau. Raison pour laquelle notre engagement doit être plus intensif. Et là, c'est exactement ce qui va se passer avec Donald Trump. Et moi qui ai lu Twitter toute la nuit, j'ai vu cet engagement se renforcer. J'ai vu les gens cristalliser leur opinion, être prêts à aller jusqu'au bout pour voir la victoire de Donald Trump. L'effet de contraste,
Ben c'est un effet que j'avais pas vu venir. Je m'explique. Je sais pas si c'est un seul individu ou un groupe d'individus qui était derrière la tentative d'assassinat de Donald Trump. Mais ce que je sais, c'est que ceux ou celui qui était derrière ce projet doit aujourd'hui se mordre les doigts. Pourquoi? Tu vois, dans les médias, depuis un certain nombre d'années, Donald Trump était perçu comme un mec qui était dingue, fou, loco, et même comme un extrémiste, comme une personne dangereuse pour les États-Unis. Ben aujourd'hui, c'est l'effet opposé qui s'applique. Donald Trump est vu comme une personne raisonnable. Il est vu comme le modéré dans l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a commis une tentative d'assassinat. C'est pas lui qui a commis un acte de violence. Il est vu comme la victime. Et ça change la perception de l'opinion publique. Et pas seulement américaine, mais mondiale. Parce qu'on se dit, le pauvre. Dans le fond, c'est lui le raisonnable. Et la menace, ben c'est les autres, les adversaires. Et ça me rappelle l'exemple de Nelson Mandela. Tu vois, moi, à mon époque, quand on me parle de Nelson Mandela, on me parle d'un homme de paix, d'un homme extraordinaire. Mais avant mon époque, comment est-ce qu'était perçu Nelson Mandela? Ben quand on en parlait dans les journaux, on disait que c'était un terroriste qui faisait exploser des voitures, qui tuait des civils innocents. Ben tu vois, Nelson Mandela, après ses vingtaines d'années passées en prison, lorsqu'il est sorti, il a été fort. Parce qu'il a appliqué l'effet de contraste. Et l'effet de contraste que Nelson Mandela a appliqué, c'était quoi? C'est que lorsqu'il est devenu président de l'Afrique du Sud, au lieu de se venger de ses adversaires, il a décidé de jouer la carte de la paix. Il leur a pardonné et il leur a proposé de travailler main dans la main pour une Afrique du Sud forte et puissante. Et ça, c'est un effet de contraste. Parce que dans le fond, lorsque tu décides d'aller à contre-courant de ce qu'on pense que tu vas faire, eh ben, t'es vu comme une personne raisonnable. T'es vu comme le modéré de l'histoire. Et ça, c'est un effet qui va faire des ravages. La dernière raison puissante, ben, c'est que lorsque tu subis une menace, comme je te l'avais dit tout à l'heure, les gens vont se rassembler autour de toi. Mais il va y avoir un effet de choc, de sidération. Et après cet effet de choc, les gens seront prêts à te suivre encore plus loin. Ils vont encore plus adhérer à tes idées. Et j'en prends pour exemple John Fitzgerald Kennedy. Lorsque l'ancien président américain avait été assassiné, il y a eu cet effet de choc et de sidération. Mais il y a aussi eu un effet qu'on a appelé l'ère de Camelot. Et l'ère de Camelot, c'est quoi? C'est que tu vois, il y avait des lois qui étaient décriées de JFK. Mais après sa mort, eh ben, les gens ont eu tendance à accepter plusieurs lois qui étaient un petit peu décriées. Et en réalité, ça a prouvé quoi? Ça a prouvé que lorsque la menace s'est abattue sur nous, eh bien on va avoir tendance à plus te suivre. Ce qui signifie que, en réalité, ton influence personnelle va avoir un impact plus grand et plus long en termes de temps. Donc, pour conclure cette vidéo, tu vois, les 10 raisons que je t'ai présentées, selon moi, elles sont extrêmement puissantes et ce sont elles qui ont aujourd'hui fait pencher la balance. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est un outil puissant. L'émotion est plus fort que le raisonnement. Raison pour laquelle, pour moi, aujourd'hui, si tu mets Joe Biden ou si tu mets Michelle Obama pour remplacer Joe Biden, ils ne feront rien. Ce sera un effet pchit. Parce que là, les gens, la majorité de l'opinion américaine est engagée émotionnellement
avec Donald Trump. Et tu vois, c'est là que tu comprends que l'influence de l'émotion, c'est un élément qui peut transformer nos vies. Parce que quand tu es capable de comprendre l'émotion des autres, dans le fond, tu peux prendre les bonnes décisions. Et tu vois là, Donald Trump, il est extrêmement malin. C'est normal, le mec il a de l'expérience. Lorsqu'il a reçu cette balle, au lieu de jouer la victime, il a directement levé son bras en signe de résistance pour dire « Je suis le leader, ils sont la menace et on se battra ensemble ». Tu vois ce que je veux dire? Il a appliqué de l'intelligence émotionnelle à une situation gravissime. Et cet exemple d'intelligence émotionnelle est en train de faire pencher la balance. Raison pour laquelle il est extrêmement important de savoir, comprendre, reconnaître et gérer nos émotions et celles des autres. Et quand tu seras capable de faire ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Maintenant, j'aimerais que tu participes. J'aimerais que tu me dises quelle a été ta réaction personnelle par rapport à l'assassinat de Donald Trump. Et est-ce que un des 10 effets que j'ai cités t'a touché personnellement? Est-ce que tu as été touché par l'effet de contraste ou l'effet d'empathie? Dis-le moi en commentaire, j'ai hâte de le savoir. Et maintenant, si tu as aimé le travail qu'on a fait ensemble, toi et moi, et que tu as envie de renforcer le mouvement H5 Motivation, que tu as envie de le voir solidifier et encore plus fort, c'est simple. Tu peux participer en souscrivant à notre chaîne YouTube. Pour souscrire à la chaîne, c'est simple. Il te suffit tout simplement de cliquer... Tout simplement. Bref, c'est hyper easy, d'accord? Tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Et là, tu vas voir différentes formules qui te permettront de souscrire à la chaîne. Il y a une première formule à 1,99 € qui ne coûte quasi rien. Et il y en a une deuxième à 4,99 €. Si tu as envie de participer et de me rejoindre dans ce mouvement H5 Motivation, le mouvement des révoltés qui veulent transformer leur vie grâce à l'intelligence émotionnelle, eh bien, je te retrouve de l'autre côté.